Bonjour, et c'est une nouvelle page qui se tourne. Vous regardez Des mots et débats et nous nous retrouvons durant 26 minutes de bonheur, un superbe programme littéraire. Alors, l'auteur que je reçois est universitaire. Il est connu pour ses publications sur la culture et la littérature. Je vous présente Abdelkader Benarab. Bonjour, Abdelkader Benarab. Vous allez bien? Je vais très bien, et vous, Patricia? Oui, ça va, merci. Depuis la dernière fois. Oui, parce que nous sommes rencontrés, nous sommes vus pour Frantz Fanon. Oui, voilà Et... il y avait une présentation de Frantz Fanon, effectivement. Et là, aujourd'hui, donc, vous sortez un roman, il s'appelle La bataille de Sétif, aux éditions L'Harmattan. Je vous propose tout de suite le face-à-face. Abdelkader Benarab, ce roman retrace l'histoire coloniale dans la région de Sétif, en Algérie. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur l'un des moments douloureux de l'Algérie en 1954 ? Parce que moi, je suis né en 1954. Je pense que c'est des souvenirs personnels aussi. Et puis, mon papa a fait la guerre. Il a rejoint les rangs de la FLN du FLN dès le début, en 1954. Il est mort en 1958. Donc, c'est des souvenirs personnels qui sont intimement liés à ma vie, à mon parcours, à ma famille, etc. Et puis, c'est toujours en tête le récit de ma mère, morte également depuis, et qui me racontait enfin les péripéties, toute l'histoire qu'a traversé mon père pendant la guerre. Donc ça m'est resté en tête et j'en parle dans ce roman. Dans la première partie de votre roman, vous racontez le meurtre du lieutenant Saïd par Damani. Alors, on dit que Saïd vient d'une famille de caïds. Alors, qu'est-ce qu'un caïd ? Alors, un caïd d'abord est une personnalité algérienne. Donc, si on le recontextualise dans le temps, c'est-à-dire dans l'espace colonial, c'est un administrateur, si vous voulez, nommé par l'administration coloniale, par l'administration française. Évidemment, il fait un peu le lien entre la France et l'Algérie, ou entre la population algérienne et française, mais qui n'ont pas toujours une très bonne image au sein de la population, puisque beaucoup ont ont eu des parcours quand même un peu douteux, et puis ils n'ont pas été très amènes avec les gens, puisque c'était des gens très sévères, très autoritaires, très injustes avec la population. Ils étaient plutôt du côté du colon que du côté de la population algérienne. Donc les Algériens les avaient quand même en ennemis, carrément. Et Damani, alors justement, Damani, nous le voyons au début les premières pages de votre livre, en préambule, il y a marqué « À ma mère qui vient de nous quitter et qui m'a inspiré ce récit dont le héros fut celui qu'elle a aimé. » Donc, Damani, c'est votre père. Voilà, Damani, c'est mon père. En fait, c'est un roman à la limite du roman. C'est de la biographie, un roman biographique, donc où j'ai installé cette histoire qui est réelle en fait, qui est tout à fait vraie, qui m'a été racontée par ma mère et par d'autres personnes dans la famille qui ont connu mon père. Donc c'est une personnalité assez forte, qui avait un grand charisme, à l'époque du moins dans le village, dans la ville où il vivait. Il a fait déjà la Seconde Guerre mondiale, donc c'est un personnage assez important. Il a fait la Seconde Guerre mondiale, donc il s'est échappé d'une prison. Vous savez, les prisons allemandes sont très surveillées. Il a été recueilli par des Allemands, des gens qui n'étaient pas forcément des nazis, ils n'étaient pas dans la ligne un peu dure du nazisme, et ils l'ont fait passer donc la frontière française, et il est resté quelque temps en France, un peu en collaboration et en lien avec les organisations politiques algériennes de l'époque, et puis après il est rentré en Algérie. Pratiquement à la veille de l'insurrection algérienne, il est rentré vers les années 53, 52. Donc c'était un peu la préparation aussi de la guerre algérienne, de la guerre de libération, à laquelle donc il s'est joint très tôt. Donc il faisait partie parmi les personnalités qui ont rejoint les rangs de la FLN, du FLN très tôt. Front de Libération Nationale. Le Front de Libération Nationale, voilà.
Donc, dans cette première partie, donc, il y a Damani qui tue ce caïd, Saïd. Pour quelle raison? Alors ça c'est anecdotique si vous voulez, c'est la forme anecdotique qui en fait que j'ai retracé un aspect un peu de son combat. Il a de nombreux aspects durant donc toute sa participation à la guerre. Et en fait c'est une opération qui a été commandé par le QG de Sétif, c'est-à-dire le quartier général de Sétif. Ça consistait à aller donc avec un petit groupe dans Sadi aussi, qui a existé, c'était la famille Regam, et qui sont allés, vous savez, chemin faisant, à travers donc les montagnes, comme vous voyez, donc ils cheminaient un peu à travers les villages et tout. Ils arrivent donc dans ce village qui s'appelle Ain Margoum. Et là, il y avait, si vous voulez, une vieille école transformée depuis en caserne. Et dans cette vieille école, il y a un certain nombre de soldats qui travaillent, qui vivent là-bas, en fait, qui surveillent la population, bien sûr. Donc leur chef était un capitaine qui s'appelait capitaine Michel, donc voilà. Il était donc moins cruel que son adjoint qui s'appelait Saïd et qui était algérien, donc faisant partie lui aussi de ces caïds donc qui ont fait beaucoup de mal aux Algériens et à l'Algérie. Donc l'opération consistait à le tuer lui et non pas capitaine Michel, parce que capitaine Michel à la limite il faisait son boulot, donc il faisait son travail, il était français, donc sous les drapeaux français ma foi, mais quand même il était moins cruel. Quant à ce Saïd, donc, il était très cruel et donc ils sont arrivés à la caserne par une nuit, vers minuit à peu près. Enfin, c'était le déclenchement de l'insurrection. C'était le 1er novembre 1954 et ils tuaient ce lieutenant Saïd. C'est très symbolique. C'est pour montrer aussi que voilà. Le capitaine Michel, c'est-à-dire même s'il est algérien, mais je peux le tuer parce qu'il ne correspond pas. Voilà, je veux dire, oui, c'est symbolique, c'est tuer en fait le traître, en fait. Saïd symbolisait le traître, tandis que Michel n'était pas du tout un traître, puisque il était français et il travaillait pour la France. Mieux que ça, quand ils l'ont pris en otage, il a compris en fait la cause algérienne, avec laquelle il a fortement sympathisé, et puis il est devenu un combattant parmi le Front de Libération. Donc il a tout à fait épousé la cause algérienne, qu'il a très bien comprise, et bien donc il a servi l'Algérie. Vous parlez du capitaine Michel. Capitaine Michel, voilà. Voilà, le capitaine Michel qui est pris en otage, donc qui va suivre ce groupe. Voilà. C'est étonnant qu'il se révèle comme ça au fil des pages. Donc Damani, donc c'est vraiment lui le héros, c'est lui qui mène toutes ces attaques, c'est l'homme fort. Ce que je veux savoir, c'est donc Damani a vraiment existé. Est-ce que toutes ces attaques, toutes ces embuscades, toutes ces stratégies ont été vraiment ont été réelles, ont existé ou Oui, je veux dire, c'est symbolique. Les attaques ne se ressemblent pas toutes, si vous voulez, mais elles ont pratiquement les mêmes configurations. C'est-à-dire, on vient, on abat quelqu'un d'une manière ou d'une autre, soit en lui tend un piège, soit dans un face-à-face, soit dans une... ça dépend comment l'opération est tracée, si vous voulez. Mais il est vrai que ce sont des choses qui se sont réellement passées. Alors, quand je parle d'Amani, si vous voulez... c'est un roman, c'est vrai, c'est un document biographique, parce qu'il symbolise aussi une chose, c'est qu'on ne parle pas beaucoup aussi de beaucoup de gens, du peuple qui a beaucoup combattu. Donc ça symbolise un petit peu le peuple, ce roman, si vous voulez. On a trop tendance à glorifier un peu certaines figures comme ça, de grandes figures de l'histoire, mais il y a aussi des gens qui étaient un peu loin, si vous voulez, de la grande direction, mais qui ont participé, qui ont travaillé, qui ont fait la guerre au même titre que les autres. Donc, dans votre ouvrage, c'est les Algériens contre les colons français. Donc, toute l'histoire de l'Algérie, est-ce qu'on peut dire que c'est de 1954 à 1962 jusqu'aux accords d'Évian? Est-ce que, en fin de compte, c'est ce qu'on doit voir dans l'Algérie, uniquement ce combat, voilà, contre le colon français?
Oui, je crois que pendant ces 7 années, un peu plus de 7 ans, c'est réellement la guerre. Donc, c'était pas du tourisme. Hein. Donc, c'était l'armée française contre l'armée algérienne qui commençait à s'organiser dès le début et puis qui s'est constituée en véritable armée qui a eu du soutien de pays asiatiques, des pays arabes, des pays socialistes, communistes à l'époque, etc. Donc c'était une véritable guerre, c'était une bataille d'un côté les Français et d'un autre les Algériens. Comment réagissaient, enfin, quelles étaient les exactions des colons français sur les Algériens? Alors, c'est pas seulement une affaire de colons, c'est aussi les militaires français. Les colons, si vous voulez, étaient là, bon, ils étaient en pleine guerre, donc ils étaient pour l'Algérie française. Donc les Algériens étaient pour l'Algérie algérienne. Oui. Forcément, là, il y a une rupture donc entre les deux parties. Et l'armée française commettait beaucoup d'exactions, commettait beaucoup de tortures. Donc c'était clair. Donc ça s'est reconnu, ça a été écrit. Nous avons des documents là-dessus. Énormément. Par exemple, qu'est-ce que les colons faisaient? Par exemple, sur un civil, par exemple, qui va sur chercher un civil, ouais. on captait un civil, on lui faisait passer, vous savez, la gégène, c'était des espèces de manivelles comme ça liées à un système électrique et on le faisait souffrir dans les parties intimes, dans les oreilles, tout ça. On lui faisait énormément souffrir. Ça, et puis sans preuve. Donc, ils prenaient la personne comme ça, une personne lambda. Sans preuve, ils recherchaient des preuves, mais en fait, est-ce qu'ils avaient vraiment le temps de trouver des preuves? Écoutez, un militant, c'est un militant. Donc, et la plupart des véritables militants ne parlaient pas. C'est-à-dire ne passaient pas à l'aveu, en dépit si vous voulez, des souffrances, des douleurs qu'ils subissaient, mais tenaient le secret et mouraient avec le secret. Ils n'impliquaient pas, en fait, d'autres personnes. Ils ne dénonçaient pas les leurs, en fait, leurs camarades, leurs frères. Quoi. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, un harki était obligatoirement, donc, avec le colon français, était un traître et dénonçait. Alors le harki, c'est un statut assez particulier puisque c'était des supplétifs que la France a mobilisés. Donc c'était des gens qui ont travaillé pour la France, qui se sont mobilisés pour la France et pour la cause française, pour l'Algérie française. C'était les véritables ennemis des combattants algériens. Oui. Voilà. C'est clair que quand un militant, un combattant algérien du FLN tombait dans les mains des harkis, quand même, c'était pas facile pour lui. Je pense que c'était la mort, quoi. Donc voilà. Il préférait d'ailleurs la plupart mourir que d'être. Je le dis à un certain moment dans le roman, dans le récit. Les gens préfèrent la mort que de tomber dans les mains des harkis ou des soldats français qui les tuaient à petit feu. Donc, ils utilisaient toutes sortes de moyens, si vous voulez, pour les faire parler. Du chalumeau, vous savez, le chalumeau avec quoi on fait la soudure, par n'importe quel moyen. Hein. Vous savez, on avait des combattantes. Il y a aussi un sujet important qui est celui des grandes figures féminines. J'ai un dossier sur lequel je travaille. Mais vous n'en parlez pas, par contre. Non, j'en parle pas du tout, donc je fais juste une petite annonce rapide et hâtive. Grande figure du combat algérien. Donc ils arrivaient même à livrer des jeunes filles étudiantes qui travaillaient pour le FLN, etc., vivantes comme ça aux chiens. Et les chiens, donc, si vous voulez, férocement les déchiquetaient, quoi. Oui. C'était pas facile, je veux dire. C'était insoutenable, c'était indescriptible.